Depuis plus d'un an, l'Ukraine renverse la situation face à la Russie pour riposter contre l'invasion impitoyable de Vladimir Poutine. La stratégie a changé de pure défense à un mélange d'offensive et de défense qui voit régulièrement l'Ukraine attaquer la Russie sur son propre territoire. Généralement, l'accent est mis sur les attaques ukrainiennes, qui détruisent l'infrastructure et les installations énergétiques russes, considérées comme essentielles pour affaiblir les forces de Poutine. Mais il y a un autre aspect à ces frappes, au-delà des gros titres. L'Ukraine mène une guerre secrète contre Moscou que Poutine ne peut pratiquement rien faire pour arrêter. Et si l'Ukraine continue à mener cette guerre secrète, la Russie pourrait se retrouver confrontée à une multitude de problèmes militaires et économiques qui mettent encore plus de pression sur la machine de guerre vacillante de Poutine. Le secret est simple, cibler les aéroports de la Russie. Le 22 mai, le Kyiv Independent a levé le voile sur la stratégie secrète de l'Ukraine, notant que des centaines de drones ukrainiens ont volé en direction de Moscou au cours des dernières semaines. Ces drones n'étaient pas en route pour cibler les installations de production de pétrole de la Russie ou ses unités de stockage de munitions, comme ils l'ont si souvent fait par le passé. Aucun de ces drones ne semblait même atteindre la capitale de la Russie, suggérant à l'observateur extérieur que les assauts aériens de l'Ukraine deviennent moins efficaces. Ce n'est pas le cas. La réalité est que les drones de l'Ukraine ont une nouvelle cible qui ne nécessite pas qu'ils frappent quoi que ce soit. Plutôt, l'Ukraine envoie ses hordes de drones vers Moscou, en encore plus grand nombre, parce que ces drones paralysent les aéroports de la Russie. À des taux records. Entre le 1er janvier et le 14 mai seulement, la Russie a été contrainte de suspendre temporairement les opérations dans ses aéroports 217 fois. Cela représente presque 50 fermetures d'aéroports par mois, chaque fermeture perturbant massivement les plans de voyage de milliers de personnes ordinaires qui entrent toutes sortes de Russie. Certains pourraient penser que des fermetures d'aéroports en Russie ont déjà eu lieu. Alors en quoi cette situation serait-elle différente ? Cette réaction est en partie justifiée. Par le passé, les attaques aériennes ukrainiennes sur la Russie ont effectivement entraîné la fermeture de nombreux aéroports. Cependant, il y a quelques différences entre ce que l'on a vu au cours des dernières années et l'approche que l'Ukraine adopte. 2025. Pour une chose, l'Ukraine ferme les aéroports de la Russie à un rythme jamais observé auparavant pendant la guerre. Comme l'a expliqué Novaya Gazeta, la Russie a été contrainte de fermer temporairement 58 de ses aéroports en 2023, suivi de la fermeture de 91 d'entre eux en 2024 en raison des assauts aériens de l'Ukraine. Ajoutez ces chiffres ensemble et vous obtenez 149. 68 fermetures de moins ont déjà eu lieu au cours des 5 premiers mois de 2025 seulement. Cela indique que l'Ukraine lance plus d'attaques aériennes, ciblant les aéroports qu'auparavant. Cela souligne aussi une autre différence stratégique. Dans la plupart des cas, les fermetures d'aéroports observées en 2023 et 2024 se sont produites parce que l'Ukraine ciblait l'infrastructure russe proche de ces aéroports. Des frappes avaient lieu et la fermeture de l'aéroport n'était qu'un avantage secondaire alors que la Russie prenait des précautions pour protéger ses civils. Des frappes ont toujours lieu en 2025, bien sûr, mais le taux de fermeture plus élevé indique que l'Ukraine envoie de plus en plus de drones vers Moscou, sans autre objectif précis que de forcer les aéroports à fermer. Ces drones sont inévitablement abattus par les défenses aériennes russes. L'Ukraine est prête à faire ce sacrifice car la fermeture des aéroports est désormais l'objectif principal, plutôt qu'un avantage heureux qui découle d'autres frappes. Si un doute existait sur cette nouvelle stratégie, Sergueï Brachuk le dissipe. Brachuk est le porte-parole de la division sud de l'armée de défense ukrainienne. Et il dit que la fermeture des aéroports de Moscou fait partie d'une stratégie très délibérée. Moscou est le plus grand hub aéronautique de la Fédération de Russie. Les vols vont partout, pas seulement à travers la Russie mais dans le monde entier, a-t-il expliqué au Kyiv Independent. Il s'agit de la désintégration potentielle des régions de Russie et de l'affaiblissement du contrôle interne. En d'autres termes, réduire la capacité de la Russie à voler crée une autre façon de ramener l'invasion brutale de l'Ukraine par Poutine à la maison. Cette stratégie sera explorée un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, l'attention se tourne vers ce que l'Ukraine fait avec ses attaques aéroportuaires. Pendant la préparation au 9 mai, l'Ukraine a fourni l'exemple parfait de sa nouvelle stratégie. Ce jour-là a été marqué par Poutine pour son défilé du jour de la victoire, que la Russie organise chaque année pour célébrer la victoire de l'Union soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale. Poutine avait de grands projets pour ce défilé.
Il a appelé à un cessez-le-feu de 3 jours en Ukraine pour permettre le bon déroulement du défilé. Il a convié une trentaine de dirigeants mondiaux à ses côtés. Alors que la Russie se livrait à une démonstration militaire frisant la moquerie compte tenu de ce qui se passait en Ukraine, Poutine avait l'intention d'utiliser le défilé pour montrer que la Russie est encore loin d'être isolée sur la scène géopolitique. L'Ukraine avait d'autres idées. Elle ne pouvait pas attaquer directement le défilé, car cela risquerait de créer des dommages collatéraux qui pourraient potentiellement la conduire à un conflit avec d'autres pays. Par exemple, le président chinois Xi Jinping était présent. Imaginez les conséquences pour l'Ukraine si un drone avait accidentellement touché Xi ou son entourage lors du défilé. L'Ukraine ne pouvait pas risquer de déclencher une guerre involontaire avec un autre pays. Elle a donc adopté une approche différente. Elle a frappé les aéroports de Moscou. Dans ce cas, frapper ne se réfère pas seulement à la destruction physique des terminaux ou des avions de passagers russes, mais à la perturbation stratégique des opérations aéroportuaires. L'Ukraine a envoyé des centaines de drones à Moscou simplement pour engager les défenses aériennes de la Russie et forcer Poutine à fermer certains de ses aéroports les plus vitaux à l'approche du défilé de la journée de la victoire. En tout, la stratégie de drones de l'Ukraine a conduit à la perturbation des plans de voyage pour environ 60 000 passagers, en raison des restrictions de vol temporaires qu'ils ont imposées. 2 semaines plus tard, l'Ukraine recommençait. Entre le 20 mai et le 22 mai, l'Ukraine a envoyé un stupéfiant 485 drones vers la Russie. C'est du moins le nombre que le ministère de la Défense russe prétend avoir abattu pendant cette période de 3 jours. Il est possible que l'Ukraine ait envoyé davantage de drones qui n'ont pas été interceptés par les défenses aériennes russes. La Russie déclare que 63 drones ont été abattus au-dessus de Moscou, provoquant à nouveau une perturbation majeure du trafic aérien. Newsweek rapporte que les frappes les plus récentes ont eu des effets similaires à ceux observés avant le défilé du jour de la victoire. Un trio d'aéroports de Moscou a connu une perturbation sévère qui a laissé des centaines de passagers bloqués, dit-il. L'Ukraine a également réussi à couper l'accès à Internet dans certaines parties de la région de l'Oural uniquement le 22 mai. La Russie prétend avoir abattu 182 drones à travers 11 régions. Plusieurs dizaines de ces drones auraient soi-disant été abattus, alors qu'ils approchent de Moscou. La direction prioritaire est claire, Moscou et les régions environnantes, a déclaré Bratchouk au Kyiv Independent. Il note également que la Russie est si vaste que le voyage aérien est vital pour beaucoup de ses habitants. Sans la possibilité de voler, la Russie peine à maintenir une connectivité interne. La perte de cette connectivité conduit à ce que les nombreuses régions séparées de la Russie se sentent de plus en plus isolées de la capitale du pays. La désintégration régionale, combinée à l'agitation publique, sont les sujets qui seront explorés plus en détail lorsque les raisons de la nouvelle stratégie de l'Ukraine seront examinées. Bratchouk continue. Ces perturbations ne sont pas accidentelles. Ils font partie d'une campagne de pression contre la logistique, les systèmes de défense aérienne et le moral public, dit-il. La population russe doit payer pour cette guerre. Dormir dans des tentes à l'aéroport n'est pas le prix le plus élevé, mais cela affecte le moral. En plus de tout cela, il y a les pertes économiques évidentes que la Russie subit à la suite de ces fermetures d'aéroports. Préparer les avions pour le décollage est coûteux. Il en va de même pour le réseau complexe tissé chaque jour dans un aéroport pour garantir que les avions décollent à l'heure et que d'autres avions arrivent, comme ils sont censés arriver. Toute perturbation perturbe ce réseau, créant un effet de cascade qui entraîne des retards et des annulations de vols. Les compagnies aériennes et les aéroports sont déficitaires. Ajoutez à cela les effets psychologiques que les fermetures ont sur les personnes ayant l'intention de voler. Et c'est une recette pour la perturbation que l'Ukraine veut continuer à faire. Imaginez un voyageur à Moscou prêt à embarquer sur un vol. Ils sont sur le point de partir quand un avertissement est diffusé dans l'aéroport. Tous les avions sont cloués au sol, leur vol est retardé ou même annulé. Et la raison est que des drones ukrainiens ont été repérés dans l'espace aérien russe. Immédiatement, il y a un nouveau danger lié au vol qui n'existait pas auparavant. Même si un avion réussit à atteindre le ciel, il y a une légère possibilité qu'un drone ukrainien, que les défenses aériennes russes manquent, puisse le frapper. Il est peu probable que l'Ukraine cible directement des avions civils. Mais c'est l'implication qui compte. Même si cela semble peu probable, une réponse de peur signale qu'il pourrait le faire. Et cela conduit aux raisons pour lesquelles l'Ukraine ferme maintenant les aéroports de la Russie à un rythme record. L'une de ces raisons a déjà été mentionnée. L'Ukraine utilise ces fermetures d'aéroports pour apporter la guerre au peuple russe sans les frapper directement. C'est une approche très différente de celle que Poutine adopte. Il est plus qu'heureux de blesser et de terroriser les civils ukrainiens dans le cadre de son invasion.
comme le montre le fait que 12/9, un 0 civils ukrainiens ont été tués et un autre. 30 700 blessés par les bombes, les missiles et les drones russes entre le début de l'invasion de Poutine et le 31 mars 2025. L'Ukraine ne s'abaissera pas à tuer des civils russes, du moins pas intentionnellement. C'est pourquoi il n'y a aucun rapport sur les drones ukrainiens frappant des avions de ligne. On observe plutôt les tentatives de l'Ukraine de faire pression sur les civils russes, ce qui pourrait se manifester par une pression sur Poutine. L'Ukraine a déjà fait cela auparavant. En janvier dernier, le président ukrainien Vladimir Zelensky a salué les forces ukrainiennes qui avaient repris le contrôle d'un territoire dans l'oblast de Koursk en Russie. Je remercie tous nos guerriers qui ramènent la guerre en Russie et qui fournissent à l'Ukraine une plus grande sécurité et force, a déclaré Zelensky à l'époque. C'est la partie de cette déclaration qui concerne le retour de la guerre en Russie qui compte ici. Alors que l'Ukraine a fait cela militairement avec l'invasion de Koursk, elle tente maintenant d'offrir des aperçus de la réalité de la guerre aux civils russes avec ses attaques de drones aéroportuaires. Zelensky est très conscient qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Comme le souligne Statista, les cotes d'approbation de Poutine restent élevées en Russie. En avril 2025, ces cotes étaient de 87%, et elles ont généralement oscillé autour de la marque des mid-80 tout au long de l'invasion de Poutine. Fait intéressant, les années avant que Poutine ne commence sa guerre ont vu ces cotes d'approbation chuter jusqu'au milieu des années 60. Soit cela suggère que la majorité des Russes soutiennent de tout cœur l'invasion de la Russie. Ou les gens de Russie croient qu'ils n'ont pas d'autre choix que de feindre l'approbation de Poutine pour éviter les représailles de leur leader autoritaire. Malgré le taux d'approbation élevé de Poutine, le Conseil de l'Atlantique note que le peuple russe est actuellement dans un état d'acceptation réticente de la guerre en Ukraine. Il indique que les sondages réalisés en Russie montrent un soutien fluctuant entre 60 et 70% de la population. N'oubliez pas que certaines personnes peuvent ne pas répondre honnêtement à ces sondages. Certains prétendront soutenir la guerre par manque de choix. Le Conseil de l'Atlantique souligne que beaucoup de Russes ne s'accordent pas sur le réel but de l'invasion menée par Poutine. Souvent, les objectifs déclarés de Poutine, tels que la dénazification de l'Ukraine, ne parviennent pas à obtenir le soutien de la majorité comme raison légitime de l'invasion. Le point ici est qu'il y a des fissures dans la surface du soutien que Poutine est censé recevoir de son peuple. Les commentaires de Bratchuk sur la façon dont les fermetures d'eau forcées d'aéroports visent à créer une pression suggèrent que l'Ukraine essaie d'élargir ses fissures. Cela ne va pas pousser le peuple russe à se soulever contre Poutine en perturbant les vols. Mais ces perturbations, combinées aux nombreuses autres façons dont l'Ukraine ramène la guerre sur le territoire russe, créent le mécontentement que l'Ukraine peut penser pouvoir exploiter pour affaiblir la position de Poutine en tant que leader de la Russie. L'Ukraine espérera que cette pression portera ses fruits plus tôt que tard. Au-delà du problème de pression, il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles l'Ukraine cible l'aéroport de la Russie. L'impact économique a été mentionné plus tôt. L'ampleur de ces coûts fait l'objet de débats. Selon le Kyiv Independent, la Russie sera probablement en mesure de gérer les coûts immédiats, surtout si les frappes restent au niveau où elles sont actuellement. Cette déclaration est soutenue par l'économiste Sergei Alexachenko, qui affirme que l'impact économique est visible au niveau des compagnies aériennes individuelles. Mais les pertes sont mineures. C'est peut-être le cas, en ce moment. Mais que se passe-t-il si l'Ukraine se concentre sur sa stratégie de fermeture des aéroports, au point où elle s'étend au-delà de Moscou, et commence à cibler les aéroports dans toute la Russie? C'est alors que l'impact économique pourrait se faire sentir. Selon le média russe Agence de presse télégraphique de l'Union soviétique, la Russie était en voie de recevoir 9,5 millions de touristes en 2024, ce qui la mettait en voie d'attirer 1 million de personnes de plus qu'en 2023. L'objectif ultime de la Russie sur le front du tourisme semble se rapprocher des niveaux atteints lors de la Coupe du Monde qu'elle a accueillie. 18 millions de personnes en une seule année. Le tourisme demeure un secteur économique crucial pour la Russie. Rien qu'en 2024, les touristes ont dépensé 7,6 milliards de dollars dans le pays, ce qui représentait une augmentation substantielle par rapport aux 6,8 milliards de dollars dépensés en 2023. La Russie gagne désormais plus d'argent grâce au tourisme que durant les 2 années précédant l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Quand elle a réalisé 3,9 milliards de dollars en 2020 et 4 milliards en 2021, cela signifie qu'il y a eu une tendance à la hausse des dépenses touristiques en Russie au cours des 5 dernières années, ce que l'Ukraine sera très désireuse de perturber. C'est là un objectif secondaire des attaques aéroportuaires. Plus l'Ukraine peut créer de chaos en fermant les aéroports russes, moins les gens sont susceptibles de choisir la Russie comme destination de vacances.
Tout revient aux aspects psychologiques de la campagne mentionnée précédemment. Si les vacanciers voient la Russie comme un risque, tant en termes d'attaque sur son aéroport qu'en ce qui concerne la probabilité d'annulation de vols coûteux, ils sont plus susceptibles de choisir d'autres destinations. La Russie perd de l'argent que Poutine pourrait alimenter dans sa machine de guerre, et la pression est ainsi allégée sur l'Ukraine. Cependant, ce type d'impact économique prendra du temps à se faire ressentir, et nécessiterait que l'Ukraine étende sa stratégie aéroportuaire à l'ensemble de la Russie. Bien plus inquiétant pour Poutine est la troisième raison pour laquelle l'Ukraine est maintenant si concentrée sur la fermeture des aéroports russes aussi souvent que possible. Ce faisant, cela place les défenses aériennes russes dans un état d'alerte constant. Novaya Gazeta explique tout cela par quelque chose appelé Opération Kovior, également connu sous le nom de plan de tapis. Selon ce plan, les aéroports russes se ferment immédiatement dès qu'il y a un risque d'activité de drones dans les environs. Tous les avions au sol doivent rester où ils sont. Ceux qui sont en position d'atterrir doivent le faire immédiatement, tandis que les autres avions entrants doivent descendre en dehors de la zone de danger et potentiellement dévier. La Russie a instauré ce plan de tapis, qu'elle a introduit dans 37 aéroports civils depuis novembre 2023, à la fois pour minimiser le risque que représentent les drones de l'Ukraine et pour se permettre d'activer ses défenses aériennes pour répondre à ces drones. Bien que ce soit un plan qui privilégie à juste titre la sécurité civile, il crée également des problèmes. Comme l'explique l'expert en aviation Dimitri Ivanov à la Gazeta, chaque fois que les défenses aériennes sont en fonctionnement, tous les avions civils doivent être retirés de la zone, dit-il. Même si les cibles visées et les avions civils sont à des altitudes différentes et ont des tailles complètement différentes, il y a une raison à cela. Les défenses aériennes de la Russie ont du mal à distinguer un petit drone volant à basse altitude d'un avion de ligne beaucoup plus grand qui est en train d'atterrir, permettant aux aéroports de continuer leurs opérations. Alors qu'il y a une menace de drones ukrainiens présente, cela crée la possibilité que la Russie puisse abattre ses avions civils dans le ciel. D'où la nécessité du plan de tapis. Comme le souligne Brachuk dans le Kyiv Independent, ce problème n'est pas unique à la Russie. Même la plus petite cible aérienne doit déclencher une réponse complète de la défense aérienne. Voilà comment le système fonctionne pour nous, la Russie et pour tout autre pays. La différence entre l'Ukraine et la Russie est que l'Ukraine est une zone de guerre active, ce qui signifie que la Russie n'obtiendra pas grand-chose en essayant de fermer les vols commerciaux. Chaque fermeture a un impact économique pour la Russie. En plus de l'impact peut-être plus important de maintenir ses défenses aériennes constamment engagées, où Poutine aurait pu auparavant penser qu'elles n'étaient pas nécessaires. Ces défenses aériennes sont déjà soumises à une forte pression. Comme l'a souligné United 24 Media en avril, le réseau autrefois redouté de défense aérienne, superposé de la Russie, commence à s'effondrer. Les goulets d'étranglement dans la production des systèmes S-400 et S-500 de la Russie empêchent leur déploiement autant que Poutine le souhaiterait, forçant la Russie à compter de plus en plus sur des défenses aériennes obsolètes. Même des mesures improvisées, comme la mise en place de filets antidrones, se sont transformées en approches standardisées pour faire face aux hordes aériennes de l'Ukraine. Chaque assaut sur ou près d'un aéroport russe met sous pression supplémentaire ces défenses aériennes déjà tendues, les forçant à épuiser leurs munitions de plus en plus limitées. Pour abattre des avions sans pilote que l'Ukraine n'a même pas l'intention d'utiliser pour frapper directement une cible. Le résultat, peut-être le plus important pour l'Ukraine, est l'affaiblissement constant et progressif des défenses aériennes de la Russie. Une expansion de la stratégie de rapprochement de l'aéroport pourrait forcer la Russie à étendre encore plus ses défenses aériennes, qu'elles ne le sont déjà. Poutine devrait agir pour protéger les aéroports hors de Moscou, sinon il risque un retour de bâton de son peuple. C'est exactement ce que l'Ukraine veut, comme le dit Brachuk au Kyiv Independent. Peut-être que c'est un élément qui permettrait à nos drones de combat de frapper plus efficacement les cibles militaires, dit-il. Les frappes continueront de cibler les sites industriels militaires en Russie. L'Ukraine joue un jeu très astucieux. Elle a mis Poutine entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne les choix qu'il fait pour les systèmes de défense aérienne de la Russie. Poutine voudra prioriser la protection des cibles militaires, telles que les aérodromes militaires, les installations de raffinage de pétrole et les unités de stockage de munitions. Mais il ne peut pas dédier toutes ces défenses aériennes à ces cibles. Malgré le fait que l'Ukraine ne ciblera pas activement les avions de passagers russes, les aéroports de la Russie sont tout de même menacés. C'est une stratégie brillante. L'Ukraine a trouvé un moyen de ramener la guerre chez le peuple russe sans leur faire de mal activement.
Et il y a de fortes chances qu'elle s'appuie encore plus sur cette stratégie à mesure que la guerre se poursuit jusqu'en 2025. Après tout, l'Ukraine prévoit de construire au moins 30 000 drones à longue portée en 2025. Peut-être y a-t-il maintenant une image plus claire de la façon dont l'Ukraine compte utiliser la majorité de ses drones. Que pensez-vous de la fermeture des aéroports ukrainiens ? Est-ce une autre bonne manière pour l'Ukraine de faire pression sur Poutine ? Ou l'Ukraine utilise-t-elle des ressources qui pourraient se révéler plus efficaces pour frapper des cibles militaires russes pour réussir cette stratégie ? Comment Poutine réagira-t-il à ces fermetures d'aéroports ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et abonnez-vous à The Military Show pour une couverture actualisée de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, du Moyen-Orient et d'autres conflits militaires dans le monde.